Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette série de vidéos que je consacre à Eckhart Tolle, j'ai décidé d'intituler celle-ci Le mental et le temps, ce qui est plus audacieux que ça ne peut paraître à première vue. Je dis que c'est audacieux parce que l'ouvrage principal de Eckhart Tolle, ça ne vous a pas échappé, s'intitule Le pouvoir du moment présent et c'est une incitation massive à vivre pleinement le moment présent, à déployer tout son potentiel. Et du coup, si on simplifie à outrance les enseignements de sagesse qui vont dans ce sens, on peut penser que le temps, il faut s'en débarrasser, et que le mental, qui est cette part de nous qui se balade dans le temps, est à bannir absolument de nos perspectives, parce qu'il nous empêche de déployer le pouvoir du moment présent. Et en fait, ce que je voudrais vous montrer à travers cette vidéo, c'est que évidemment, tout est plus nuancé que ça, et qu'il existe une part de notre mental qui est complètement compatible avec le fait de vivre le moment présent, et une manière d'aborder le temps qui n'est pas du tout en porte-à-faux avec le fait de déployer le potentiel du moment présent. En fait, introduire des nuances, c'est selon moi extrêmement important parce que ça permet d'aborder les enseignements spirituels de manière extrêmement pratique. C'est-à-dire que souvent, la simplification exagérée des enseignements de sagesse peut conduire à une vision contre-intuitive de notre vécu. C'est-à-dire qu'on peut dire, ok, vivre le moment présent, c'est très très bien, mais moi, je suis pas prête à abandonner la société dans laquelle je vis demain et à tout changer de ma vie. À vivre dans une montagne de l'Himalaya en buvant des décoctions de plantes. Et du coup, on peut croire que vivre le moment présent pleinement, c'est finalement réservé à des personnes qui sont prêtes à avoir une vie uniquement spirituelle. Et du coup, on peut les lire en disant oui, oui, c'est très très bien, c'est effectivement, il y a peut-être 2-3 choses que je peux appliquer à ma vie, mais on peut être tenté de ne pas se sentir totalement concerné par ces enseignements de sagesse parce que ils sont contre-intuitifs. Ce que je veux dire par là, c'est que globalement, quand on nous dit trop simplement le temps n'existe pas, bon bah ok, il y a une part de réalité qu'on ressent intuitivement comme totalement vraie, qu'on reconnaît comme vraie et pertinente, et pourtant on a envie de dire ouais, mais moi le temps c'est ma préoccupation constante, je sais que je vais de ma naissance à ma mort, à moins que le transhumanisme change vraiment les choses de manière très inquiétante, et le temps s'écoule pour moi chaque jour, et plus vous avez, je sais pas, une inscription dans le monde, dans la vie quotidienne, plus ça vous semble juste qu'il y a un temps. Si vous avez des enfants et que vous devez préparer le dîner tous les soirs, vous devez vous inscrire dans le temps. Si vous avez un métier, vous devez vous rendre à telle heure, à tel endroit. Donc le temps est une expérience sensible quotidienne, et dire cette vérité, le temps n'existe pas, peut paraître complètement contre-intuitif. Et c'est pour ça que je trouve ça très important de dire oui, nous pouvons vivre cette expérience du moment présent telle que la décrivent les enseignements spirituels. Ça n'est pas réservé aux yogis ou aux gens qui y consacrent leur vie ou qui n'ont pas d'enfants ou pas de métier tel que on le conçoit dans le monde occidental contemporain. C'est une façon d'être au monde qui s'articule avec notre mental par certains aspects et une certaine vision du temps. Et voilà, donc cette vidéo est consacrée aux aspects pratiques du vécu du moment présent selon Eckhart Tolle et leur compatibilité avec notre expérience sensible de la vie telle qu'elle se présente quotidiennement à nous. Il y a pour ce faire des distinctions à faire entre plusieurs formes de mental et plusieurs formes de rapport au temps, et ce dont il est question ici. Ce n'est pas, comme certains enseignements spirituels bien trop simplifiés nous incitent à le croire, le fait de se débarrasser totalement de notre mental et le fait de se débarrasser totalement du temps
qui va nous permettre de vivre une expérience pleine du moment présent. C'est au contraire comprendre que pour vivre le moment présent, on peut vivre une certaine forme de mental et une certaine forme de temporalité. Tout ça n'est pas incompatible, mais il y a des distinctions à faire. Alors pour vous montrer tout ça, je vous expose d'abord le schéma d'ensemble et après j'y reviendrai un petit peu plus dans le détail pour qu'on ait vraiment la possibilité d'avoir une approche concrète de ce que c'est ce rapport au présent, au temps, au mental. Alors, d'abord, donc, le mental possède plusieurs formes. Et en fait, la forme compatible avec le déploiement du potentiel du moment présent, c'est un mental considéré comme un outil. On va y revenir, par opposition à un mental compulsif qui s'empare de nous, donc à une forme d'emprise, et qui en fait agit tout seul de manière tyrannique. On va déployer aussi cette idée plus tard. Ces deux formes de mental sont à considérer avec deux formes de rapport au temps. Un rapport à ce que Tolle appelle le temps horloge et un rapport au temps qui n'est plus conscient, qui est inconscient, qui est le temps psychologique. Et là encore, j'y reviens par la suite. Alors, la forme de mental compatible avec l'expérience pleine du temps présent, c'est un mental utile. Voilà, c'est la part utilitaire du mental. Vous savez que outil et utile ont la même origine étymologique, donc c'est vraiment utiliser cette capacité mentale comme un outil. Et c'est ce qui nous permet de faire des projets, de faire par exemple un planning pour la semaine, etc. Alors la question du coup que ça pose, c'est de savoir à partir de quand on est dans le mental outil et à partir de quand on n'y est plus. Et on pourrait se dire que tout usage du mental, même outil, est en contradiction avec le vécu présent, puisque le vécu présent, avec son potentiel infini, nous guiderait sur ce qu'on doit faire. Au fond, c'est complètement juste, mais dans notre vécu, dans le contexte qui est le nôtre, il y a on peut maintenir un rapport à notre vie pratique, le fait d'avoir un métier, des enfants, des devoirs également, et le fait d'avoir un mental. Et du coup, le principe, c'est d'utiliser le mental à des fins quotidiennes, sans y mettre d'émotion. Et en gros, par exemple, quand vous préparez les repas du soir, ce serait peut-être beaucoup plus intuitif de se forger, de s'attacher à ce que vous dit le moment présent sur ce qui est bon pour vous et votre famille à ce moment-là. Mais concrètement, c'est pas forcément compatible. Donc rien ne vous empêche de faire quelques projets en sachant qu'ils sont complètement réactualisables, modélisables, etc. Mais avoir une trame qui vous permet de vivre le quotidien de manière harmonieuse. Évidemment, vous comprenez que si ça devient une source d'inquiétude ou de tension trop forte, genre oui, mais si j'achète pas ça, ça va être le drame, etc. Là, on va tomber dans ce que Tolle appelle le temps psychologique, qui n'est pas le temps horloge, qui va être du côté de l'utilisation du mental comme outil. Donc vous voyez que ces quatre polarités que j'ai dissociées et que Tolle dissocié lui-même sont complètement corrélées entre elles. On évolue entre les quatre polarités d'un ensemble enchevêtré et complexe. Donc on simplifie le complexe pour porter un regard dessus. Donc je vous montrais qu'il y a toujours moyen que le mental considéré comme un outil soit dévoyé pour devenir porteur d'émotions, etc. Donc l'idée, c'est que vous savez quand le mental est un outil, que vous l'utilisez de manière... que c'est vous qui l'utilisez et pas lui qui vous utilise. Quand vous êtes dépassionné par rapport au mental, il est juste un adjuvant, c'est-à-dire une aide quotidienne qui vous permet de vous projeter et puis de mener par exemple un projet important à long terme. Par exemple, si vous projetez un voyage, vous pouvez effectivement en déterminer les étapes. Et ce que dit Tolle, c'est que ça devient problématique
quand la finalité, par exemple, ça va être d'aller à tel endroit, et que les étapes que vous allez élaborer de manière utile vont perdre leur dimension présente. C'est-à-dire qu'on peut faire des projets à long terme tant qu'on est conscient que chaque étape du projet sera du présent au moment où on le traversera. Et donc, on y reviendra, hein, c'est très important dans ce sens de considérer que chaque étape doit être perçue avec joie, plaisir et pour ça. Et à partir du moment où vous allez être utilitariste par rapport au présent qui se manifeste, vous allez vriller, c'est-à-dire être dans une utilisation, dans un vécu du mental et du temps qui est susceptible de devenir votre bourreau, qui n'est plus harmonieuse et qui oblitère le moment présent. Voilà, donc il y a une part du mental utile, celle qui vous permet de faire des projets, et je voulais vous montrer à quel point elle était susceptible à chaque fois d'être dévoyée dans ce que Tolle va appeler le temps psychologique, ou dans ce qui va être une forme d'utilitarisme qui va condamner le moment présent à n'être qu'un moyen pour arriver à une fin. Et une des clés des fins heureuses, c'est que les étapes soient conçues pour elles-mêmes, c'est-à-dire même si on a un projet d'ensemble, une fois qu'on a fait le projet d'ensemble, nous aurions tout à gagner à lâcher prise sur la finalité, le résultat, pour consacrer toute notre présence aux étapes qui sont vouées à le concrétiser. Et chaque étape peut changer l'objectif. Elle est libre en soi. Donc votre mental va créer une sorte de trame, mais le présent, à chaque fois, si vous n'en oblitérez pas le potentiel, va pouvoir modifier cette fin, toujours dans un sens positif. Voilà. C'est cette image qu'il y a dans beaucoup de sagesse, qui est celle du chemin et de la destination. Et on vous dit souvent, c'est pas la destination qui compte, it's not the destination, it's the journey, j'avais entendu. Donc c'est le voyage en soi qui est important et pas la destination. Alors, c'est pas totalement radical, c'est pas à concevoir non plus de manière radicale comme ça. L'objectif peut être parfaitement juste et parfaitement louable, et le concrétiser avec le résultat attendu peut être particulièrement positif, mais ce genre de phrase est à l'usage de nous occidentaux qui souvent oblitérons le voyage au nom de la destination, c'est-à-dire que nous souhaitons la réalisation et le résultat, par exemple tirer une somme d'argent d'un projet, ou avoir une médiatisation qu'on considère dans notre société comme positive, valorisante, etc. Et donc ce genre de phrase est pour nous faire oublier à nous, nous faire prendre conscience à nous, occidentaux, que le meilleur moyen de parvenir à une fin, pas forcément la fin qu'on s'est posée, mais une fin heureuse, c'est d'être présent au moment des étapes qui se présentent à nous, et de les considérer comme tels, comme des moments présents, en activant le potentiel qui peut être celui de changer la destination. Voilà. Le mental outil, le mental utile en fait, il est compliqué à aborder uniquement pour nous humains, parce que tout est brouillé dans notre perspective, au sens où nous allons le voir quand nous allons aborder le temps horloge et le temps psychologique, selon les dénominations de Eckhart Tolle. Alors que par exemple, si on prend ce que l'on croit savoir de l'expérience animale, on voit très bien dans notre observation des animaux ce que peut être un mental utile. Les animaux entreprennent des réalisations sur des temps plus ou moins longs, et ils n'y mettent pas de psychologie, ils n'y mettent pas d'espoir ou de souffrance. Quand un prédateur a raté sa proie, il ne passe pas 14 jours prostré dans sa caverne à manger des pots de Häagen-Dazs, comme c'est caricaturé dans les séries américaines. En général, voilà, il passe à autre chose immédiatement. Et bien là, ça vous montre bien
que dans notre expérience humaine, il y a moyen de faire de l'utilisation du mental un objet de souffrance psychologique, puisque la non-réalisation peut conduire dans notre vision psychologique à une forme d'échec et donc à un dénigrement de soi. Alors qu'à la base, ce qu'on avait mis en branle était purement utilitaire, c'était un projet, quoi. Voilà. Donc on peut avoir une idée de ce qu'est le mental outil à travers ce que nous percevons des animaux quand ils se lancent dans une activité qui n'est pas juste limitée à la fraction de seconde du moment présent. Voilà. Donc le temps utile n'est pas incompatible, le mental considéré comme un outil n'est pas du tout incompatible à l'expérience du moment présent et à son potentiel dont on parlera ensuite. Le problème du mental, c'est qu'il est souvent compulsif. Et donc c'est la distinction qu'opère Eckhart Tolle entre un mental outil et un mental compulsif. Le problème du mental, c'est que c'est rarement nous qui nous disons « bon, j'ai un projet, j'ai en stock des outils formidables, le mental, que je vais mettre à mon service pour atteindre mon objectif. Et si je n'atteins pas mon objectif, j'en atteindrai un autre qui sera peut-être meilleur. » C'est souvent le mental qui s'empare de nous complètement et qui agit de manière autonome et hégémonique. Donc, le problème, c'est pas le mental en soi, c'est la partie Frankenstein Junior du mental, c'est-à-dire quand il se met à être autonome, c'est-à-dire qu'il prend le pouvoir par compulsion. Il y a une autre forme de ce mental compulsif et hégémonique qui s'oppose donc à l'expérience pleinement vécue du moment présent, c'est l'illusion qu'a le mental d'être le seul outil susceptible de nous permettre d'accéder à nos fins. Et c'est là qu'il devient compulsif, c'est que c'est pas nous qui disons « bon bah voilà, là j'ai besoin de toi mental, viens m'aider », c'est que quand vous avez une situation, le mental prend le relais immédiatement et dit « hop, voilà ce qu'on va faire ». Et à ce moment-là, il oblitère complètement les autres moyens d'accès à la réponse aux situations que contient par exemple le présent. L'exemple le plus frappant, qui est qui est pas dans le moment présent d'Eckhart Tolle ou très brièvement, mais qui est dans des conférences qu'il accorde de manière périphérique à ce sujet, c'est celle de l'accident de voiture. L'accident de voiture, pour Eckhart Tolle, c'est vraiment le moyen de comprendre le potentiel du moment présent comme supérieur à tout ce que pourra jamais faire notre mental. En effet, quand imaginez donc une situation qui s'annonce mal mais qui se termine bien, celle de l'accident de voiture qui a une fin heureuse, c'est-à-dire, du non-accident de voiture, du coup, de la situation qui pourrait produire un accident, et qui serait par exemple, vous avez un poids lourd qui vous fonce dessus sur l'autoroute. Et il est à contresens et vous êtes dans votre voiture lancée à 130 km/h et vous pensez que vous allez mourir, quoi. Et en fait, ce qu'explique Eckhart Tolle, et ce qui est le vécu de témoins aussi, c'est qu'à un moment, vous êtes tellement dans l'intensité du moment présent, la vie ou la mort, quoi, qui se joue à chaque fraction de seconde que vous traversez, que vous pouvez prendre une série de décisions sans faire appel à votre mental, qui vont être d'une justesse pour votre survie, votre vie, que n'importe quel mental, n'importe quel QI à 250 ne pourrait mettre en branle dans une situation identique. En gros, imagine donc le poids lourd fonce sur votre voiture lancée à 130 km/h et vous faites une série de mouvements en automatique et vous vous retrouvez sur le bas-côté, 1 millimètre d'une branche d'arbre qui aurait pu être fatale si vous aviez foncé dedans, en ayant évité le poids lourd, qui du coup est, mettons, à 5 cm de vous. Voilà, donc vous avez échappé à tout,
mais ça défie les lois de la physique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si vous le faites en termes de probabilité, vous aviez infiniment plus de chances de vous prendre soit la branche, soit le camion, soit de vous retourner, soit de faire un tonneau, etc., que d'arriver dans cette situation où vous êtes parfaitement indemne à proximité de tous les dangers auxquels vous avez échappé. Et en fait, ça vous a permis d'arriver à ça, c'est l'hyperprésence. Et si vous aviez, donc mettons que vous êtes quelqu'un qui a un QI moyen, dans des professions qui n'ont rien à voir avec l'organisation des chaussées, la vitesse cinétique, la connaissance du moteur de votre voiture, ou une évaluation des distances optimales, etc. Donc vous n'avez jamais travaillé ces capacités-là, ces compétences-là, qui ont tout à voir avec le mental, ce sont des compétences de votre mental, que d'être des spécialistes de tout ça. Eh bien, si vous aviez été des spécialistes de tout ça avec votre outil mental, il est fort probable que leur mise en branle aurait de toute façon demandé trop de temps pour répondre de manière aussi parfaite que l'a fait votre présence à chaque milliseconde de ce que vous viviez et qui pouvait vous conduire soit à la vie, soit à la mort. Voilà. Donc, c'est l'idée. C'est l'idée que votre mental croit qu'il peut répondre le mieux possible à la situation qui s'offre, alors qu'en fait, votre hyperprésence a bien d'autres réponses disponibles en stock. Alors ça, cette différence entre le mental utile et le mental compulsif, on le retrouve à d'autres échelles que l'échelle individuelle. De manière collective, on est dans une société de l'hypermental et c'est ce qui fait que, par exemple, la science rejette les autres modes qu'ont trouvé tant d'autres civilisations pour accéder aux mêmes résultats que la science extrêmement poussée. C'est ce qui fait qu'il y a un mépris culturel occidental pour toutes les autres formes d'être au monde que la forme de l'hypermental. L'hypermental qui permet de construire des choses extraordinaires. Mais vous savez que par exemple, il y a des mystères de civilisation qui sont entiers sur certaines constructions. On se dit mais comment sans savoir technique des gens qui vivaient il y a si longtemps et qui ne sont pas nous, et nous sommes censés être ceux qui avons tout compris à la vie grâce à notre mental surdéveloppé, ont pu arriver à empiler des blocs de pierre d'un tel poids. Stonehenge ou d'autres créations comme ça, l'île de Pâques aussi, les statues de l'île de Pâques, etc., sont considérées comme des grands mystères. Vous savez aussi que les interrogations portent sur comment les populations insulaires ont pu explorer les océans avec des petites embarcations, alors que nous, on a envoyé des caravelles avec des boussoles et des outils pour mesurer ceci ou cela, et eux, pourtant, arrivaient à aller d'un point A à un point B sans encombre, dans des embarcations vraiment légères, sans couler. Donc, ils devaient avoir des connaissances différentes que les outils que nous avons maintenant à notre disposition. Donc, l'hégémonie du mental, à l'échelle individuelle, le fait que notre mental prenne le pas sur tout autre potentiel que nous portons en nous, en croyant qu'il est le seul à pouvoir répondre, sans même nous consulter, à la situation que la vie nous propose, c'est à large échelle le fait que dans notre civilisation, il y ait des matérialistes qui pensent que seule la science peut résoudre des problèmes et ne reconnaît pas les miracles. Et par exemple, l'exemple de l'accident de voiture serait reconnu comme un hasard et pas comme une autre faculté de notre esprit à répondre à des situations. Voilà, je regarde. Oui, je dirais aussi dans ce mental utile, on pourrait se demander qu'est-ce qui nous permet de faire le choix entre les 1000 utilisations potentielles de notre mental. Et là, donc j'y reviendrai, mais j'ai beaucoup travaillé sur les théories et les thèses de Philippe Guillemont, l'auteur de La route du temps, la physique de la conscience, le pic de l'esprit. Donc c'est un physicien
qui travaille sur le temps, donc qui donne vraiment la vision scientifique, une vision scientifique de pointe sur le temps et la différence entre notre vécu temporel et la physique du temps. Et il y a cette question donc, de la destination, et on peut très bien poser un objectif, donc on en parlait tout à l'heure, la destination et le chemin. Et en fait, on peut se dire, oui, mais comment choisir une destination si on ne conçoit plus que c'est elle qui a son importance et que finalement, ce qui est plus important, c'est le chemin et que la destination peut changer à chaque instant. Comment on choisit une destination, quoi? Et ça peut créer une espèce de paralysie face au fait d'entreprendre, puisqu'on ne sait plus quel objectif choisir, puisqu'on a conscience qu'il peut être modifié à tout moment. Et en fait, là où Philippe Guimand, comme à d'autres endroits de son œuvre, rejoint pas mal de sagesse ancestrale, c'est que le chemin qui vous conduit à votre objectif, et l'objectif qui peut être immuable, c'est celui qui, dans le présent, vous apparaît avec la joie. C'est-à-dire que quand vous considérez un objectif de manière vraiment utilitaire, dans le genre, voilà, mais ça peut être sur des trucs tout simples, genre, on prenait l'exemple des repas, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, vous pourrez dire, ouais, ce qui est bon pour la santé, c'est de manger ça et ça, et préparer votre repas à ça. Et j'ai pris une voie négative, mais c'est plutôt une bonne piste en soi. Mais ce sera plus juste, et vous le réaliserez certainement de manière beaucoup plus probable, si votre objectif de manger sainement est un objectif qui vous suscite de la joie. Si c'est un objectif contraignant, dans le genre, voilà, ce soir-là, vous avez envie de manger ci et ça, et vous le contrecarrez parce que ce serait mieux de manger équilibré, ou ce qui vous semble équilibré, il y a des chances pour que vous soyez dans les projections de votre mental. C'est-à-dire que spontanément, ce qui vous donne de la joie, c'est-à-dire plutôt manger un bon gros plat de pâtes, ce soit une réponse à votre besoin réel que vous allez nier en y plaquant du mental dessus. Donc en fait, bien sûr qu'il faut garder à l'esprit que, et c'est joyeux, que tout objectif, toute destination peut être changée, mais qu'il y a de bonnes chances que votre destination soit juste si celle que vous avez entrée dans le GPS, pour reprendre la métaphore de Philippe Guimand et de la dessinatrice Armella, soit de choisir votre destination en fonction de la joie, d'entrer votre GPS, la destination qui vous procure de la joie. Voilà. Et là, en fait, c'est parce que vous êtes aussi connecté au moment présent. Donc, il y a toute cette polarité entre utilité et joie, objectif, moment du chemin, qui sont en fait intrinsèquement liés au potentiel du présent. Voilà. Alors, j'en viens à la distinction entre temps horloge et temps psychologique, qui est directement corrélée avec ce que j'ai dit sur le mental outil et le mental hégémonique et compulsif. Hein. Donc ça ira, je l'espère, beaucoup plus vite. Je dis je l'espère parce que des fois, c'est des choses qui me passionnent tellement que en fait, je pense à vous et je me dis ils ont peut-être envie que ça trace. Et du coup, j'ai envie d'aller plus vite que ce que je fais. Et en même temps, pendant que j'en parle, ça me suscite tellement de joie et j'ai envie de dire tellement de choses que des fois, ça dure aussi longtemps que le chapitre précédent. Donc, j'ai essayé de considérer ces deux polarités. Celle que j'essaie d'aller pour vous le plus vite possible pour des raisons d'efficacité, de respect de votre vie, etc. Et en même temps, ce que je sens qui vibre et que j'ai vraiment envie de vous faire passer. Voilà, donc pour ce qui est du temps horloge et du temps psychologique, en fait, je vous disais, vivre le moment présent est compatible avec le fait de se déplacer dans le temps et d'utiliser son mental. Le mental, selon sa spécificité d'outils, et le rapport au temps dans le temps horloge. Et donc, Eckhart Tolle distingue le temps horloge du temps psychologique. Le temps horloge, c'est celui dans lequel on peut évaluer sans émotion, c'est-à-dire quand votre mental se projette pour un objectif. Et je trouve que Eckhart Tolle, dans le moment présent, oublie ce que je vous ai dit avec Philippe Guimand sur placer sa destination avec de la joie. Lui parle beaucoup de chaque étape, mais dans le moment présent, quand vous allez vous projeter, le moment présent recèle de la juste réponse de l'objectif que vous vous posez. Hein.
Donc il y a une manière d'être dans l'utilité et dans la joie profonde, d'être dans le mental outil et dans la joie profonde. Et je trouve que Tolle oblitère un petit peu cette dimension, alors qu'elle est totalement liée au moment présent, puisque le présent contient tout. Et c'est là que, en fait, Eckhart Tolle parle en langage contemporain des spiritualités, et Philippe Guillemot parle en langage scientifique des spiritualités, en fait, hein, du contenu des spiritualités, parce que, en fait, ce sont une seule et même vérité. Et après, comme je l'ai dit dans la vidéo qui légitimait ma démarche, on a tous notre langage pour l'exprimer, et vous avez tous votre forme d'esprit pour le recevoir, et c'est ce qui va faire que tel ou tel intervenant est pas plus probant qu'un autre, mais il va plus de parler de manière plus directe à votre propre sensibilité. Donc voilà, le temps horloge, c'est ce temps dans lequel on se promène de manière dépassionnée, quoi. C'est vraiment utilitaire. J'aimerais ajouter, comme je l'ai fait dans d'autres vidéos, la remarque selon laquelle il faut faire très attention quand on aborde un auteur, de ne pas calquer sur lui les grilles de lecture des autres auteurs dont on est par exemple familier ou familière. Je vous le disais, pour conscient et inconscient, chez Eckhart Tolle, ça a d'autres valeurs, d'autres significations que chez Freud, même si certaines se recoupent, et comme je le disais, que ce serait passionnant que certains consacrent des études à ces concepts chez les uns et chez les autres. Et on se retrouve ici avec la même donnée parce que le temps horloge, c'est quasiment textuellement la même dénomination qu'utilise Henri Bergson pour distinguer le temps des horloges de ce qu'il appelle le temps humain. Donc évidemment que ça se recoupe, ici ça se recoupe d'ailleurs largement, le temps horloge de Tolle et le temps des horloges de Henri Bergson, mais c'est important de laisser les autres auteurs de côté quand on en étudie un, puisque tout ce qui nous intéresse c'est de savoir qu'est-ce que Tolle lui-même entend par temps horloge et temps psychologique. Et après, si vous voulez pousser plus loin, conduisez des études, etc., ce sera merveilleux, mais quand vous vous consacrez à un auteur, essayez de vous familiariser avec son langage, de parler sa langue et d'essayer d'éviter les grilles extérieures parce que souvent elles vont oblitérer les spécificités de chacun et c'est souvent dommageable, un peu asséchant. Ça peut être une aide temporaire, mais ça peut être aussi dommageable. Ça peut vous faire passer à côté de certaines spécificités. Voilà. Donc le temps horloge, c'est celui dans lequel on évolue quand on utilise l'outil du mental. Et en fait, donc, Tolle distingue le temps horloge et le temps psychologique, mais là encore, vous avez l'enchevêtrement complexe de ce que nous vivons, et on tire des points principaux, donc Tolle dit temps des horloges et temps psychologique, mais ce qui est très intéressant dans notre vécu,